Salut tout le monde et bienvenue dans le cyberjournal vidéo du capitaine. Nous sommes le vendredi 14 juillet 2017 et comme vous pouvez le constater, je me suis acheté une nouvelle tondeuse. Voilà, donc elle m'a coûté 30 euros. Donc si elle pouvait tenir 6 ans comme celle que mon parrain m'avait achetée, je serais pas malheureux. Bon, au début, je vous avouerai que j'avais pas vraiment prévu de tailler aussi court. Mais en fait, après le premier passage avec le sabot, j'étais comme ça, c'est pas assez court. Et du coup, bah, j'ai fini le boulot. Euh, voilà. Au moins comme ça, j'ai déjà un petit aperçu de ce à quoi je ressemblerai la veille de ma soutenance, qui est dans 2 mois. Parce que non, je vais pas m'acheter un rasoir en plus parce que franchement, j'ai l'air affreux. Ça, par contre, je me souviens très bien de mon apparence quand j'ai pas de poils du tout. Voilà. Du coup, ouais, et puis en plus, donc il y a la soutenance dans 2 mois, et puis après, il y aura peut-être des entretiens d'embauche, donc il faudra quand même que j'oublie pour l'instant l'idée d'avoir une touffe ou d'avoir une barbe un peu plus longue qu'une barbe de 3 jours. Voilà. Du coup, en parlant du boulot, ben, les 2 dernières semaines, 2 semaines, euh, on était assez chargé hein, malgré tout. Je veux dire, ça a pas été, j'ai pas accompli beaucoup de trucs, mais ça a été quand même, ça m'a pris du temps. La première semaine, j'en finissais avec ces affaires de fond de carte, donc ça, j'espère que je devrais plus en entendre parler. Hein, mais bon, on n'en sait rien. Je veux dire, le tout premier truc que j'ai fait pendant le stage, je pensais que c'était bon jusqu'à ce qu'il y ait jusqu'à au moins la fin de mon stage, vu que j'ai dû faire une notice pour une fois que mon stage serait fini. Et puis 2 semaines après, j'entendais parler à nouveau, donc on ne sait jamais. En plus, là, il va y avoir des nouveaux tests à faire, donc d'ici 2 semaines. Donc pour l'instant, je veux dire, il faut jurer de rien. Et puis, cette semaine, comme mon tuteur est en vacances, et ça jusqu'à la fin du mois, c'est à moi de faire tourner le projet. Ce qui veut dire envoyer des mails professionnels pour mettre en place des réunions, des ateliers, tout ce genre d'organisation. Donc voilà, là c'est moi le contact principal. Puis il y a aussi donc tout le reste, donc faire des cartes, mettre des trucs en ligne, tout ça. Mais ça c'était des choses que je faisais déjà avant. Mais là je dois dire que les mails professionnels c'est quelque chose que j'aurais préféré éviter pendant un bon bout de temps. Je veux dire, ça m'a pris 3 4 jours d'écrire ma lettre de motivation, tout ça pour me rendre compte que c'était peut-être pas aussi nécessaire que ça de me mettre tant en avant que je l'ai fait. Et là, ouais, je dois avouer que les mails professionnels, c'est vraiment pas mon fort. La communication en général, c'est vraiment pas mon truc. Je veux dire, pour écrire un mail professionnel, j'ai saisi les rudiments, hein, tout ce qui est un niveau de langage et puis les formules de politesse, tout ça, je maîtrise hein, depuis que j'écris des mails à mes profs, tout ça en prépa, ça à 8 je pense que j'ai ça, j'ai bien le contrôle sur tous ces aspects-là. C'est tout le reste, les tournures de phrases, les longueurs de phrases, comme j'ai pu apprendre à mes dépens lors de la rédaction du mémoire, enfin ouais, du mémoire, enfin en quelque sorte, hein, quand on a fait le projet tutoré en première année de master. Hein, vous faites des phrases trop longues, monsieur. Ah, d'accord, ok. Et du coup, oui, c'était, ça a été assez compliqué, tant et si bien que hier, je suis resté jusqu'à 7 heures du soir. Voilà, en sachant que tout le monde s'est barré vers 3h30, enfin 3h30, 4h30, 5h. Voilà, moi je suis resté jusqu'à 7 heures du soir pour un mail que j'avais commencé à écrire à 16h30 et que j'avais pensé, à un moment j'ai été tenté d'abandonner l'écriture de ce message c'était vers 17h, 17h15 parce que je me suis dit bon bah, de toute façon hein, il y aura personne qui le lira avant lundi hein, et puis après je me suis dit j'ai du mal à arriver à l'heure au travail. Donc, pour peu que eux, ils commencent, ils pointent à 8h30, ben, ils auront pas le mail au moment où, où ils seront là. Donc, ça va faire
des problèmes, et puis on va reporter ça, et puis comme j'ai dit, j'ai des ateliers organisés pour faire des tests, tout ça, avec d'autres trucs. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que je peux me permettre sur lequel je peux me permettre de perdre du temps. Voilà. Du coup, voilà, j'ai galéré jusqu'à 7h du soir. Super, veille de jour férié, magnifique. Mais bon, au moins ça c'est fait. Hein. Je veux dire, c'est peut-être plus compliqué d'envoyer des mails aux gens qui sont en dehors de la boîte qu'aux gens qui sont dans la boîte, parce que dans la boîte, si j'ai saisi un truc, c'est que on peut se tutoyer. Voilà, c'était quelque chose que j'avais, ça m'a un peu mis mal à l'aise parce que j'avais rencontré mon tuteur, enfin j'étais allé le voir en personne, un vendredi pour remettre les papiers pour être sûr qu'ils étaient bien signés le jour où je commencerai le stage. Et puis le lundi, on me dit ouais, donc du coup, ici on a plutôt l'habitude de se tutoyer, donc on va faire ça. Hein, et du coup, ben voilà. Je sais plus ou moins que même si je dois garder le registre de langage à un niveau quand même au-dessus de courant, hein, quelque part entre courant et soutenu, je sais quand même que je peux me permettre de commencer un mail par salut et que pas à tous les mails de la conversation je devrais mettre un cordialement. J'irai pas faire comme d'autres qui m'ont envoyé des mails où ils me disaient des re et des plus plus parce que ça par contre c'est vraiment un niveau où je sais pas, je suis pas à l'aise avec ce genre de truc. Voilà. Mais bon, au moins c'est déjà un peu plus accueillant que si j'étais dans un truc trop sérieux. Hein. On est quelque part entre du serious business et puis une start-up. Oh mon dieu, je pensais jamais avoir à parler de start-up. J'en entends parler tout le temps, que ce soit sur Twitter ou quand j'entends les autres au bureau en parler. Je suis comme ça, oui, alors ouais, si on pouvait éviter de parler de ça, parce que je me souviens encore de quand on avait la journée avec les anciens du master, où il y avait un gars qui décrivait sa situation après avoir eu le diplôme, où il a passé un an dans une start-up à Montpellier, et puis il n'était pas sûr qu'il pourrait, pas tous les mois il était sûr d'avoir un salaire, quoi. Voilà, donc, ouf. Ouais. Et puis du coup, bah voilà, le boulot, ça se résume à ça, et puis ça va être ça pendant les 2 prochaines semaines. Ouais. Je sens pas trop. Ensuite, qui dit 14 juillet dit feu d'artifice. Et je viens de rentrer du feu d'artifice de Bordeaux. Voilà, l'année dernière, j'étais pas allé au feu d'artifice à côté de chez moi, à Carcassonne, l'embrasement de la cité de Carcassonne. Déjà parce que ça faisait 5 ou 6 années d'affilée que j'étais allé, donc il n'y a plus trop de hype. Attention, hein, ça reste impressionnant l'embrasement de la cité. Je veux dire, même dans mon village, on fout le feu, parce que c'est littéralement ce que ça veut dire. Donc il y a l'embrasement du clocher de mon village, parce que c'est proéminent, voilà, c'est en haut, tout en haut, donc ça se remarque, mais c'est pas du même niveau que la cité de Carcassonne. Mais voilà, c'est super impressionnant, mais c'est répétitif, et à la limite c'est mieux parce que je suis pas certain que les gens le prendraient bien qu'au lieu de s'allumer en rouge et puis qu'il y ait, vous savez, les fontaines d'étincelles comme ça qui apparaissent au bout de 5-10 minutes, je suis pas sûr que ça passerait bien si on passait de ça à, je sais pas, par exemple un feu d'artifice qui serait complètement arc-en-ciel, quelque chose comme ça. Mais bon, du coup là je suis à Bordeaux. Et puis donc il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait que j'avais ces putains de béquilles. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, je marchais dans un trou dans mon jardin en attendant que ma mère rentre, et donc en allant m'amuser avec les chiens, je marche dans un trou dans le jardin, bam, je me nique l'orteil droit, le gros orteil droit, et grâce à l'administration française, ce fameux hôpital qui met 3 semaines à envoyer une radio. Tout ça pour me dire, oh non, nous on voit rien, hein, comment ça se fait que j'ai toujours mal, enculé. Donc voilà, après tout ça, on a littéralement le jour où j'apprends ce que j'ai vraiment à mon orteil, j'apprends aussi que c'est trop tard pour le réparer. Voilà, j'ai 2 options, garder mon orteil avec cette subluxation, ou alors on me fusionne les os. Et bon, je dois dire que à la limite, je m'en fous, parce que c'est le seul truc qui me gêne
par rapport à cette idée de me faire fusionner les os, c'est que c'est pas qu'on va m'ouvrir l'orteil et qu'on va me foutre un clou, enfin une vis dans les os et que après ben, ça fera plus qu'un seul. C'est surtout qu'après je pourrai plus le plier et ça me fait un peu chier. Mais je veux dire, c'est vraiment mineur comme dérangement. Mais c'est quelque chose, vous savez, c'est des trucs qu'on fait dans la vie de tous les jours et puis quand on peut plus les faire, on se dit, ah, quand on a d'un coup la perspective qu'on pourra plus les faire, on est comme ça. Ah, je sais pas. Et puis il y avait aussi le fait, du coup j'avais les béquilles, mais ça en soi-même c'est pas un problème. Le vrai problème c'est que je sais pas marcher avec les béquilles. Donc voilà, cette année, étant donné que je suis à Bordeaux, je suis pas retourné à Carcassonne. Hein, c'est pas parce que j'ai fait un break d'un an que ça va d'un coup être super impressionnant, mais je suis allé à Bordeaux parce que feu d'artifice, hein, 14 juillet, convivialité, vive la France, etc. Euh, donc je suis allé sur les quais et j'ai manqué deux explosions, deux gerbes. Euh, le temps que j'arrive sur les quais. Et puis, du coup, ça m'a permis de remarquer qu'il y a deux trucs qui se passent que j'ai pas super bien compris. Le premier et peut-être le plus important, c'est qu'ils éteignent pas les lumières sur les quais pendant le feu d'artifice. Genre, quand je vais à Bordeaux ou même dans mon village, ils éteignent les lumières, genre 2 minutes avant. Comme ça, il y a un peu d'excitation, il y a un oh, ça va commencer. Là, à Bordeaux, donc les lumières sont pas éteintes, et à un moment je me suis dit peut-être qu'ils vont les éteindre, et non, ils les éteignent pas du tout. Alors il y a toutes les lumières, il y a les quais qui sont entièrement allumés, les terrasses, ok, je peux comprendre parce que c'est pas public, hein, c'est établissements privés, mais bon, à la limite, on s'en fout. Il y a les éclairages sur les bâtiments, il y a les éclairages sur les monuments, tout est allumé, absolument tout. C'est incompréhensible. Parce que s'il y a un truc qui fait partie de toute cette esthétique du feu d'artifice, de toute l'expérience du feu d'artifice, c'est que quand, quand tu as le feu d'artifice, la seule lumière, la seule illumination, elle vient de ces trucs qui s'élèvent dans les airs, ils font boum. Je veux dire, tu le vois dans des pubs, des trucs comme ça, des petits enfants comme ça, qui a la lumière rouge et la lumière bleue comme ça, les lumières blanches et jaunes, tout ça sur le visage. Oh là là, c'est tellement magnifique. Voilà. Et là, t'as pas ça. Donc, attention, le feu d'artifice était quand même vraiment pas mal. Les dernières gerbes étaient bien, mais ça reste un feu d'artifice qui est tiré dans la lumière, donc ça enlève un peu. Je veux dire, il y a littéralement une fois où je suis allé à un endroit parce que je pensais qu'il allait avoir un feu d'artifice et il n'y a pas eu de feu d'artifice et j'étais pas aussi déçu que là. Et puis, donc, le deuxième truc que j'ai pas compris, c'est vraiment un concept bizarre, c'est les autres villages ou villes, vraiment, parce que Bordeaux c'est tellement une grande ville que dans la banlieue, aux alentours, c'est plus des villages, c'est des villes, qui ont leur feu d'artifice le même soir, ça je peux comprendre. À Bordeaux, à Carcassonne, j'imagine que c'est pareil, hein, il doit y avoir des trucs sur Ville-Moustossou, Penautier, et conneries comme ça, mais pile en même temps que le feu d'artifice dans la grande ville. C'est quoi votre problème? Et le fait, c'est que je m'en rends compte parce qu'on les voit depuis les berges de la Garonne. Ça veut dire que si moi je vois votre feu d'artifice depuis les berges de la Garonne, vous depuis votre petit village ou depuis votre ville de taille moyenne, vous devez sans doute voir le feu d'artifice qui est tiré depuis la Garonne. Parce que, je veux dire, c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, on est un 14 juillet, non seulement ça, mais c'est la veille d'un week-end. Donc voilà, c'est pendant le milieu des vacances, la veille d'un week-end. À la limite, tu le fais une demi-heure avant le feu d'artifice de Bordeaux, tu le fais dans les 10 minutes qui ont suivi la fin, et puis c'est pas gênant, au contraire, tu le vois de loin, celui de Bordeaux, alors tu te dis, oh, wow, ça crée un peu d'excitation du coup pour ton propre feu d'artifice que tu vas avoir, puis ça enlève rien à la convivialité. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je vois pas du tout la logique. Genre, il y a une sorte de concurrence peut-être un peu bizarre et c'est vraiment bizarre parce que la moitié du temps, en fait, je regardais les gerbes qui étaient tirées juste je sais pas, à 30 mètres devant moi. Puis des fois, je tournais ma tête parce qu'il y avait un truc qui se passait à 15 km et puis que je le voyais quand même. Et je disais, enfin, 15 km, j'exagère un peu. Hein. Mais bon, voilà. Et du coup, c'est des trucs que je comprends pas. C'est incompréhensible.
Sinon, quelque chose dont j'ai pas du tout parlé maintenant que j'y pense dans la dernière vidéo, c'est le Tour de France qui avait commencé quelques jours en fait avant que j'enregistre cette vidéo, avec un contre-la-montre à Düsseldorf qui a vu l'abandon de Alejandro Valverde. Eh oui, un favori déjà out. Geraint Thomas a pris le maillot jaune ce jour-là, il a gardé jusqu'à la planche des belles filles, je dirais. Victoire de Fabio Aru, Chris Froome prend le maillot jaune, superbe. Après, il y a Richie Porte qui abandonne dans l'étape Rennes, Chambéry, Nantua-Chambéry. Hein. La veille, il y a Lilian Camejan qui gagne l'étape, mais alors, ce mec-là, il m'a fait peur. Oh là là, le mec, il a des crampes juste à 5 minutes, 5 km de l'arrivée. Oh là là. Oh, j'étais pas serein. Puis le lendemain, il y a Warren Barguil qui pense qu'il a gagné. Et puis en fait, photo finish, il gagne pas. D'ailleurs, photo finish durant la première partie de ce Tour de France. Ok. La photo finish qui détermine qu'il y a victoire au sprint de Kittel, je pense, à 3 10 millièmes de seconde, donc genre 6 millimètres. Il y a déjà des gens qui disent oh, donnez une égalité. Vous savez pas que ASO, c'est des pingres, c'est des pinces comme ça là. Ils vont pas donner une prime de 11 000 euros à deux personnes, sachant que le deuxième, il gagnerait qu'environ 5 000 et quelques euros. Hein, ils sont vraiment à ça près, on dirait. Et voilà. Et donc il y a là, le truc c'est qu'avec Barguil et l'autre c'est pas aussi proche, mais quand même, hein, je veux dire, ça se joue à rien comparé à la longueur de l'étape. Mais bon, Warren Barguil, il a pu avoir sa petite revanche parce qu'il a gagné aujourd'hui avec le maillot à pois. Donc première victoire française un 14 juillet depuis David Moncoutier en 2005. Ouais, ça remonte, hein. Je me souviens de la victoire de David Moncoutier, c'était quelque chose. Hein. C'était vraiment tout ce que j'aimais dans le Tour de France avant. Et puis il y a aussi eu hier la victoire, mais alors avec les couilles comme ça de Romain Bardet sur une pente que tout le monde dit oh quel mur, mais en fait c'est parce que c'est l'altiport de Péragude, donc c'est pentu comme ça, c'est normal parce que vous savez les altiports, le principe c'est que on atterrit en montant, comme ça on perd de la vitesse vite, et puis on décolle en descendant, comme ça on a de la vitesse vite, parce que tu es en montagne, donc t'as pas forcément la place de mettre une longue piste de décollage ou d'atterrissage. Donc voilà, Romain Bardet, il a vraiment posé ses couilles sur cette étape. Hein. Puis Fabio Aru qui a pris le maillot jaune, espérons qu'il le garde, mais ça c'est pas dit. Et oui, voilà, la victoire de Moncoutier, c'était des trucs que j'adorais sur le Tour de France. Les échappés qui pouvaient partir à 5, 6, 7, peut-être 10 coureurs dans une étape de plaine ou de transition qui pouvaient prendre 10, 15 minutes. Et c'est pour ça qu'on avait ce vieil adage de 1 minute tous les 10 km pour le temps que le peloton pouvait reprendre aux échappés. Que maintenant, ça n'existe plus ça. Déjà, les échappés, ils sont 2-3 et puis s'ils prennent 5 minutes au maximum, c'est au bout du monde, mais c'est à cause des trains des sprinteurs. Comme le sprinter, il a ses 8 coéquipiers devant lui là, à 3 km et que ces mecs ils font rampe de lancement jusqu'aux 300 derniers mètres, les sprints ils deviennent mais alors super tendus comme celui de Arnaud Démare. Où d'ailleurs Démare est un peu fautif parce qu'on ne se décale pas comme ça pendant un sprint, hein, mais il y a aussi donc ce fait que tu vas pas avoir beaucoup d'équipes qui vont sortir et puis ils vont pas te laisser 10 minutes parce que si tu dois avoir 3 coéquipiers qui se grillent pendant 150 km avec 1 minute tous les 10 km, à la fin tu perds 3 coéquipiers pour ton train et du coup tu peux te retrouver à lancer ton sprint à 450 mètres au lieu de 300 mètres et c'est foutu, tu peux pas gagner l'étape. Avant, il y avait des sprints qui se lançaient pile sous la flamme rouge. Il y avait un mec qui commençait à accélérer pour casser les jambes de ses adversaires. Ça, c'était beau. Ça, c'était le Tour de France, putain. Et puis, un truc que j'adorais dans le Tour de France aussi, qu'on voit plus du tout, c'est les échappées à 15, 20 coureurs. Les mecs qui s'en vont comme ça dans les étapes des Pyrénées ou des Alpes ou même du Massif central maintenant, ou des Vosges, du Jura. Et voilà, ils s'en vont à 15, 20. Des fois, il y a un sprinter comme Touruchoft qui passe des cols des Alpes en tête. Ok, mec, pourquoi pas. Ou Peter Sagan, plus récemment. Mais ça, c'était dans une échappée à 7. Mais ou Touruchoft qui passe des cols en tête. C'est quoi le concept? Ça me déconne. Voilà. Du coup, il y a ça. Et ça me manque. Voilà, c'était ça le Tour de France pour moi. Aujourd'hui, on appelle ces baroudeurs. Ils prennent 2 minutes d'avance. Oh, ils montrent le maillot. Voilà.
trop commercial. Du coup, ouais, mais je continuerai à regarder parce que les étapes de montagne, quand même, les étapes de montagne, ça c'est quelque chose. Puis en plus, j'ai trouvé comment se connecter au Wi-Fi à la boîte, donc voilà, même si c'est pour regarder juste la dernière heure, regarder l'itinéraire horaire. Alors, à quelle heure c'est l'arrivée prévue? À 42 km/h, une heure avant, ouais, ça me suffira pour regarder l'étape, pour rien manquer. Parce que voilà, une heure avant l'arrivée, ben, ils auront quand même 2 minutes et demie d'avance à 70 km, et puis voilà, c'est fini. Mais bon, quand même, c'est bien. Hein. En plus, j'ai niqué mon forfait, enfin, toutes les données dans mon forfait avec le Mercato de l'OM, la conférence de présentation de Valère Germain et la conférence de Luis Gustavo. Parce que oui, depuis la dernière vidéo, l'OM a recruté Luis Gustavo, Steve Mandanda qui est de retour, il est phénoménal, ah oui. Et puis Adil Rami qui quand même il a quand même beaucoup approuvé, je trouve. Hein. C'est juste mon avis. Je suis content qu'il soit là parce que c'est un international et qu'il a de l'expérience et qu'il a joué au Milan AC, qu'il a joué à Séville, qu'il a gagné des trophées et tout ça, qu'il connaît bien Rudy Garcia. Mais je veux dire à l'Euro par exemple, j'étais pas serein. Hein. Voilà. Donc, ouais. Après, Marseille a gagné ses 4 premiers matchs amicaux, donc contre la sélection du Valais, le FC Sion, l'Étoile du Sahel, les joueurs qui se sont barrés en vacances sans prévenir. Merci. Et le FC Valence, ils étaient comme ça. Mais on va pas pouvoir faire le match amical en Tunisie, là. C'est quoi ce bordel? Et puis, donc, le dernier, c'était contre le Viitorul Constanța, club de Roumanie, champion de Roumanie en titre. Prochain match contre Fenerbahçe demain. Ensuite, il y aura le Sporting Portugal, Glasgow Rangers, et puis le KV Ostend pour le troisième tour de la Ligue Europa. Je viens d'apprendre que c'était Ostend et pas Ostend. J'ai été un peu surpris parce qu'il y avait tout le monde qui faisait des jeux de mots avec Ostend et puis moi j'étais comme ça, mais ça se dit Ostend. Ben non, c'est parce que je suis un putain d'occitan. Voilà. Et espérons qu'on va avoir un bon numéro 9. Et puis donc le président qui est super, qui a tweeté, qui a streamé le concert de Rammstein sur Periscope. Une perle. Voilà. La semaine prochaine, je rentre chez moi, donc espérons que je fasse une vidéo semaine prochaine et pas dans 2 semaines. Et puis en plus, il y a un match Montpellier-Toulouse à Narbonne, donc peut-être j'irai le voir. Sur ce, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Bye.